Des espèces qui disparaissent, de nouvelles espèces qui émergent, c'est l'histoire de la vie qui peuple la planète Terre depuis les prémices de son existence. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cet épisode, on va parler de biodiversité. On nous dit que la biodiversité est en danger, mais est-ce que c'est grave? Pourquoi y tient-on autant à la biodiversité? Elle est en danger, ok, mais qu'est-ce que cela signifie exactement? C'est quoi les conséquences de la diminution de la biodiversité? Concrètement, quand on parle de conservation et que l'on s'extasie de la naissance d'un petit rhinocéros, d'une espèce dont il ne reste plus qu'une centaine de spécimens dans le monde, est-ce que l'on se fait un kiff de collectionneur d'animaux rares ou est-ce que l'on participe à la protection de l'environnement, de la planète? Est-ce que l'on a un impact positif d'un point de vue écologique? Doit-on vraiment intervenir? Et à partir de quand doit-on le faire? Quels objectifs poursuit-on vraiment en agissant sur la biodiversité? C'est ce à quoi on va essayer de répondre dans cet épisode. Commençons par définir la biodiversité. Dans le Larousse en ligne, la définition que l'on donne au mot biodiversité est la suivante. Diversité des espèces vivantes et de leur caractère génétique. Le site du ministère français de la Transition écologique et solidaire indique quant à lui que la notion même de biodiversité est complexe car elle comprend 3 niveaux interdépendants. Je vais vous les citer tels qu'ils sont présentés sur le site du ministère. Point numéro 1. La diversité des milieux de vie à toutes les échelles, des océans, prairies, forêts, au contenu des cellules. Pensons aux parasites qui peuvent y vivre, en passant par la mare au fond de son jardin ou les espèces végétalisées en ville. Point numéro 2. La diversité des espèces, y compris l'espèce humaine, qui vivent dans ces milieux, qui sont en relation les unes avec les autres, prédation, coopération et avec leur milieu de vie. Et enfin, point numéro 3, la diversité des individus au sein de chaque espèce. Autrement dit, nous sommes tous différents. Les scientifiques parlent de diversité génétique pour ce 3e niveau. Voilà pour ce qui est des définitions scolaires de la biodiversité. Mais cela ne répond pas vraiment à nos questions. Pourquoi cherche-t-on à conserver des espèces et à en réguler d'autres, par exemple? Pourquoi en réintroduit-on certaines? Bref, pourquoi est-ce que l'on s'évertue à protéger la biodiversité? Souvent, les experts, les politiques, les scientifiques, les citoyens ne sont pas d'accord entre eux sur les méthodes et les projets à entreprendre concernant les questions écologiques. Dans ces cas-là, il peut être intéressant de regarder les intentions avec lesquelles sont engagées les actions. On va donc voir quelles sont les principales motivations à se soucier de la biodiversité. La première raison, qui est souvent évoquée, c'est pour protéger nos cultures et nos élevages. Les loups, les ours, les sangliers, les renards sont autant d'espèces que l'on régule, entre guillemets, comprendre qu'on tue, car on estime qu'elles endommagent trop les cultures et les élevages. Or, les cultures et les élevages servent à alimenter les humains et leurs animaux domestiques, d'élevage ou de compagnie, et participent aussi bien entendu à l'économie. Mais en éliminant des espèces, on est susceptible de déséquilibrer un écosystème et de nuire à la biodiversité. Biodiversité qui nous est utile pour produire des aliments de qualité. C'est le serpent qui se mord la queue. Quoi qu'il en soit, d'après le ministère de la Transition écologique, plus de 70% des cultures, soit 35% du tonnage de ce que nous consommons, dépendent d'une pollinisation animale, en particulier des insectes. Voyons maintenant la deuxième raison qui justifie qu'on s'intéresse autant à la biodiversité. Eh bien, c'est pour éviter des catastrophes naturelles et la dégradation de nos conditions de vie. Incendies, grandes sécheresses, glissements de terrain, inondations, qualité d'un air qui peine à se renouveler, eau polluée, ce sont autant de conséquences de la destruction de la biodiversité et d'un dérèglement des écosystèmes. Passons maintenant à la 3e raison. Eh bien, c'est pour préserver l'économie mondiale. Dans un article de 2017, la BBC relevait déjà que la biodiversité était fondamentale pour l'économie mondiale et indiquait notamment que les 5 pays émergents majeurs que sont la Chine, l'Inde, l'Afrique du Sud, le Brésil et le Mexique utilisaient à eux seuls presque les 3/4 de la biocapacité de la planète. Imaginez à quel point cela signifie que leur économie et leur développement s'appuient sur la biodiversité existante. Par ailleurs, et dans ce même article, on estimait que 40% du commerce international était basé sur des produits ou procédés biologiques, donc issus de la biodiversité directement. La 4e raison que j'ai pu identifier et que l'on retrouve souvent pour expliquer que l'on s'intéresse à la biodiversité, c'est pour les bienfaits qu'on en tire. C'est la fameuse notion de bien et de service dont la biodiversité permet à l'humain de profiter. Sur le site de l'Australia State of the Environment, j'ai trouvé à ce propos un article datant de 2016 qui parle de l'importance de la biodiversité. Eh bien, la première phrase de la première ligne du premier paragraphe signifie en français « La biodiversité est importante pour les humains pour de nombreuses raisons ». Ce serait donc avant tout pour répondre à des besoins et satisfaire des intérêts humains qu'il faudrait préserver la biodiversité. Ici, on est à fond dans une vision anthropocentrée et utilitariste de la nature. Sur le site du ministère de l'écologie français, cette fois-ci, on apprend que la biodiversité fournit en biens et en services près de 2 fois la valeur de ce que produisent les humains chaque année. Le ministère précise également que nos médicaments viennent pour la plupart de molécules issues de plantes ou d'animaux.
Si on récapitule, le problème est causé par les humains, la menace pèse in fine sur les humains aussi. Donc on veut régler le problème. Et en même temps, ce n'est pas évident de savoir dans quelle mesure on doit agir sur la biodiversité, puisque notre seule existence a un impact. On existe, on a un impact. Prenons un exemple. Dans les villes où il n'y a pas de bac pour entreposer les déchets, les gens mettent leurs poubelles en extérieur. Ça attire et favorise la prolifération de rats, de goélands, de renards. Ensuite, on va incriminer ces espèces. Par exemple, le goéland, en lui reprochant d'empiéter sur le territoire de la mouette rieuse ou d'autres oiseaux endémiques. Bon, et soyons honnêtes, certains vont surtout se plaindre des cris du goéland ou de la saleté de ses fientes sur les voitures ou sur les toitures. Donc, on va vouloir réguler le goéland. Pour autant, la régulation naturelle se ferait tout aussi bien si le problème des déchets urbains était adressé. Et s'il arrivait un jour que la population de goélands, pour poursuivre avec cet exemple, se mette à décroître drastiquement, cela représenterait certainement une menace sur l'équilibre de la biodiversité. Bref, encore une fois, on a un peu l'impression que c'est le serpent qui se mord la queue. Ces différents points évoqués, voyons maintenant les différentes stratégies de gestion de la biodiversité. Vous vous en doutez, la façon de gérer la biodiversité ne fait absolument pas l'unanimité et est sujette à de nombreux désaccords. On distingue généralement 3 grandes approches, la protection, la conservation et la restauration. La préservation, c'est garder en l'état un milieu naturel. C'est créer des parcs naturels, des aires protégées, des lieux préservés de l'activité humaine. La conservation, c'est accepter de faire cohabiter les activités humaines avec les ressources naturelles, mais en déterminant certaines limites pour encadrer ces activités humaines et pour permettre à la nature de se renouveler. C'est limiter la casse, disons. Et enfin, la restauration vise à remettre en état la biodiversité, à rétablir la santé des écosystèmes, si l'on peut dire. Par exemple, en réintroduisant des espèces en voie d'extinction dans leur milieu naturel. On donne un coup de pouce à la nature. Mais naturellement, cela soulève beaucoup de questions sur le niveau d'intervention que l'on doit avoir. Il y a un autre mode d'intervention qu'on pourrait lister, c'est celui qui consiste à mettre en place des mesures compensatoires. Vouloir compenser des dégâts causés par l'activité humaine. On voudrait pouvoir annuler des effets ou des conséquences d'actions et de comportements qu'on a eu dans le passé et qui conduit à ces situations nouvelles de dérèglement de la biodiversité. Concrètement, un exemple de mesure compensatoire, c'est lorsqu'on veut lutter contre la prolifération des chats errants qui déciment des populations d'oiseaux, eh bien on met en place des campagnes de stérilisation massive de ces chats. Ou alors on fait comme l'Australie, dont je vous parle dans un précédent épisode, et on abat tout simplement les chats errants. Pour conclure, on voit bien que la question de la biodiversité n'est pas si simple. De nombreux scientifiques estiment que l'on fonce droit vers une 6e extinction de masse des espèces. Mais on est loin d'avoir trouvé la formule magique pour limiter les dégâts, préserver notre propre espèce et vivre plus harmonieusement avec les autres. Les visions s'opposent sur la façon d'intervenir car la gestion de la biodiversité soulève à la fois des questions scientifiques, éthiques, politiques et économiques. Ce sur quoi on peut s'accorder toutefois, c'est que la biodiversité est vertueuse pour le monde du vivant. J'espère que cet épisode vous a plu, je vous remercie d'être de plus en plus nombreux à écouter Anima. N'hésitez pas à suivre le podcast sur les réseaux sociaux. Prenez soin de vous et à bientôt.